Bonsoir à tout le monde. Alors quand on m'a proposé d'intervenir sur cette thématique coopérer entre générations, au départ j'avais pas trop d'idées de ce que j'allais pouvoir vous raconter. Donc j'ai laissé un petit peu venir les idées. Et il y a un commentaire d'une de mes collègues qui m'a interpellé, qui m'a dit « Attention, c'est les ingénieurs. Ils veulent de la théorie. » Alors j'ai mis ma casquette de psychologue du travail et je dis « Bon, on va aller à la chasse de théorie. On va voir ce que ça donne. » Et au fur et à mesure que je cherchais théorie, alors c'est assez bizarre parce qu'il y a un sentiment un petit peu qui s'installait là, au milieu du ventre. Je cherchais et à un moment donné je me suis arrêté et je me dis « Mais j'ai pas envie de ça. » Et il y a une question évidente qui m'a sauté aux yeux, qui est la suivante. Pourquoi? Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pourquoi je vais prendre du temps pour parler de cette thématique à vous? Et bizarrement, je me suis dit, si je n'ai pas de réponse à cette question, je ne peux pas continuer. Et c'est là que j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, mince alors, je suis déjà en plein dedans, dans la thématique de l'intergénération. Parce que s'il y a bien une question qui est importante pour ma génération, c'est pourquoi. Alors si je suis là ce soir, c'est que j'ai trouvé une réponse. Mais avant de vous la donner, cette réponse, je vous propose de faire un petit voyage dans le temps, et de venir un petit peu en arrière, et de voir finalement l'entreprise et l'industrie, il n'y a encore pas si longtemps que ça, à peu près 2 générations, ça ressemblait à quoi? Vous l'aurez peut-être reconnu, Les Temps modernes, Charlie Chaplin, sorti en 1936. Alors au-delà de la caricature qu'on peut y voir du monde du travail, ce qui peut nous intéresser, c'est de regarder un petit peu la place de l'homme dans l'entreprise il y a encore un petit peu moins de 100 ans. Et mine de rien, l'homme, dans cette période-là, était avant tout considéré comme une machine. C'est-à-dire, la place de l'homme, c'était de réaliser certaines tâches au mieux. Et mine de rien, cette image-là, on la porte encore aujourd'hui dans les entreprises. On essaye de théoriser, de catégoriser, il y a beaucoup de process, on essaye de cadrer, de dire aux personnes comment elles doivent se comporter. Donc ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, provient aussi de cette industrialisation, qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. L'homme dans cette période-là était un petit peu mis dans une boîte. Ça veut dire, on lui disait, voilà, c'est ça ton cadre, c'est là-dedans que tu peux t'exprimer, point. D'accord? Alors bien entendu, on avait besoin de ça. Lorsque l'industrie a vraiment démarré, on avait besoin d'un cadre pour permettre justement qu'un grand nombre de personnes puissent avoir accès à pas mal de choses. Ouais. Et pour avancer, justement, ces règles, ces fonctionnements étaient très importants. Si on avance un petit peu dans l'histoire, justement, on peut regarder avec quoi les jeunes générations qui arrivent, avec quoi elles grandissent. Ouais. Parce que ça, personnellement, je ne l'ai pas connu. Et personnellement, je ne comprends pas pourquoi je devrais être dans une boîte. Parce que le message que moi j'ai reçu quand j'ai grandi, c'est en partie celui-là. Pensez différemment. Donc sortez un petit peu de la boîte et sois créatif, fais ce que tu veux, on va bien voir. Ouais. Autre message. Fais-le quoi, hein? T'as envie de faire quelque chose? Crois-y, fais-le. Ouais. On pourrait continuer, le concurrent. Rien n'est impossible.
Ben, très bien, si rien n'est impossible, ouais, on va bien voir ce que ça donne. Une des dernières qui vient de sortir, Come as you are. Ouais. Donc que je sois rasé, que j'ai des cheveux longs, courts, que je suis accepté comme je suis. Ouais. Et une des dernières qu'on peut voir, qui vient de sortir, d'une entreprise qui propose des vêtements pour jeunes, Dare yourself. Oser être soi-même. Avec ces messages-là, moi j'ai grandi. Avec la vision de l'homme qui est, tu sais quoi, tu as envie d'être toi-même, tu as envie d'être authentique, tu as envie de montrer qui tu es, vas-y. Le cadre, il n'y en a pas. Tu peux faire ce que tu veux. Je suis tombé un petit peu par hasard sur un joli reportage que d'ailleurs je conseille à tout le monde qui se questionne un petit peu sur ces points-là, et notamment sur la place de la génération, publié sur une des grandes chaînes publiques, qui justement demandait à des jeunes comment ils voyaient le monde d'aujourd'hui. Il y a une phrase qui m'a particulièrement marqué, c'est la suivante. On voulait les rendre employables, eux ils voulaient autre chose, ils voulaient vivre. Alors cette phrase, elle m'a interpellé, parce que je me suis dit, finalement, c'est exactement ça dont j'ai envie. Je n'ai pas juste envie d'être dans une boîte à faire quelque chose, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'exprimer qui je suis. Alors la grande difficulté, et c'est ça aujourd'hui qui, moi, m'inquiète un petit peu, c'est qu'on a ces deux mondes-là qui sont encore là, tous les deux, ouais, et souvent, on tend à les confronter. Ça veut dire on a un monde encore qui a besoin de règles, de process, de structures pour fonctionner. Et on a des jeunes qui arrivent sur le marché de plus en plus libres, de plus en plus revendicateurs pour exprimer qui ils sont. Et cette opposition-là, elle crée quelque chose que, en psychologie, on appelle une dissonance cognitive. Ça veut dire à un moment donné, j'ai deux concepts qui s'opposent, qui sont dans ma tête, et j'ai besoin de les réunir. La dissonance cognitive crée une tension et de la souffrance. Ça veut dire, avec ce que j'ai envie, la réalité, il y a quelque chose qui ne se connecte pas. Alors moi, je préfère, au-delà de les opposer, ces deux choses, moi, je préfère le voir un petit peu différemment. Et moi, je me dis, je crois qu'on est en train de vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Et vous tous, avec moi, on est en train de vivre une évolution dans le milieu de l'entreprise qui est assez extraordinaire. Qui est un passage de cette vision-là à une vision différente de l'homme, de l'humain dans l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir en jeu? Ferdinand, ouais. Pense comme moi aux anciens qui sont un peu sourds. C'est pas sûr que... Je vais le rapprocher, voilà, pardon. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans ce changement? C'est mieux là? Ah! Voilà, levez la main, dites-moi quelque chose, faites signe, exactement. Hein. Donc, trop fort pour devant? Je vais me mettre au milieu, je sens. Hein, ouais. Et sinon, on monte les... Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a en jeu dans ce changement? Et dans ce changement, il y a surtout une chose qui est en jeu, c'est la notion de travail. D'accord? C'est-à-dire, le travail, c'est quoi? Le travail, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert uniquement à gagner de l'argent et après à s'éclater en dehors? Ça se peut. Ouais. Et c'est par moments, dans les générations notamment un peu plus anciennes, c'était peut-être le cas. Ouais. C'est-à-dire, on vient de travailler et après, on profite des vacances. Ouais. Sauf que peut-être il y a aussi une autre vision du travail qui est possible. C'est-à-dire, à un moment donné, de voir le travail comme un lieu où je peux exprimer qui je suis, où je peux m'accomplir, je m'éclate. Je découvre l'autre, je me découvre. Donc, il y a ce qui est en jeu, c'est un changement de vision. Parce qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent peuvent aussi chercher autre chose dans le travail. Et pas forcément voir le sens de se dire, je vais travailler juste comme ça et après je vais m'éclater pendant le week-end. Donc, une deuxième chose qui est en jeu là-dedans, c'est la notion de pouvoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous,
comme vous êtes là, et l'entreprise, vous avez du pouvoir, et vous avez du pouvoir sur les gens avec lesquels vous travaillez. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on utilise ce pouvoir. Est-ce que ce pouvoir, on l'utilise pour mettre des gens dans des cases, leur dire comment ils doivent faire, ou est-ce qu'à un moment donné, ce pouvoir, vous l'utilisez pour faire autre chose, peut-être pour leur permettre à ces personnes de se découvrir, de se réaliser, de trouver leur place dans la société dans laquelle ils sont, de trouver même, je dirais, un sens à leur vie, notamment professionnelle. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une notion de liberté. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à donner la liberté aux personnes? Et surtout, comment est-ce qu'on pourrait donner de la liberté aux personnes dans une entreprise qui peut-être a encore besoin d'un certain cadre pour fonctionner? Donc vous me direz peut-être c'est bien beau tout ça, ouais on peut faire un changement, mais finalement à quoi ça sert? Parce qu'on veut bien changer, mais c'est quoi l'avantage pour l'entreprise éventuellement d'accompagner ce changement? Il y a une étude très intéressante qui a été publiée en 2008 dans le Journal of Counseling Psychology, qui se base justement sur les travaux d'un psychiatre et pédiatre américain, Winnicott, et un psychologue reconnu, Carl Rogers, qui justement a essayé de comprendre quel est l'impact de l'authenticité, notamment au travail. Et il y a une phrase qui résume bien, d'après moi, cette étude, c'est qui dit que l'authenticité, c'est-à-dire le fait d'être soi et d'exprimer qui on est, ce n'est pas simplement un petit facteur, mais c'est l'essence même du bien-être et du fonctionnement sain d'une personne. Donc la première chose qui est en jeu, c'est le bien-être des personnes. Permettre à quelqu'un d'être authentique renforce son bien-être et son fonctionnement sain. Alors, ce serait peut-être idéaliste de se dire les entreprises, elles recherchent que ça. On n'est pas juste là pour que tout le monde aille bien, mais il y a aussi des enjeux financiers derrière. On veut amener autre chose. J'aimerais vous présenter quelques personnes. Tony Stanguet, triple champion, médaillé d'or aux Jeux Olympiques, canoë-kayak. Onesta, Claude, entraîneur de l'équipe de hand masculine France, double champion du monde, double champion médaillé olympique, et il y en a d'autres. Hélène Grimaud, tout autre domaine, pianiste reconnue dans le monde, et notamment aussi pour son engagement de la protection des loups. Et un dernier, peut-être moins médiatisé, Laurent Boileau, PDG des parfums Guerlain, qui vient de lancer un nouveau parfum qui est en train de battre tous les records au niveau vente, au niveau prix, au niveau design. Et le dernier que j'aimerais vous présenter, vous le connaissez très certainement, je lui rends hommage, d'accord, Steve Jobs, qui a été parmi ceux qui a révolutionné le monde, notamment informatique. Ces personnes, elles peuvent être différentes par leur métier, par leur passion, mais il y a une chose qu'elles partagent, c'est que ces 5 personnes-là, elles expriment pleinement qui elles sont à travers leur travail. C'est des personnes qui n'ont pas peur d'assumer pleinement qui ils sont. Alors ça peut plaire, ça peut déranger, mais ils ont le courage de montrer au monde leur authenticité, qui ils sont, ils l'assument. Et s'il y a une chose que dans le très haut niveau on retrouve, c'est cette capacité-là. Donc au-delà du bien-être que le fait d'être soi et d'être authentique peut procurer, il y a aussi une très forte notion de performance. Donc maintenant on peut se poser la question, ok, changement, peut-être, peut-être pas, il y a des avantages. Comment on fait? Comment on fait de passer justement, d'intégrer des générations seniors, des générations très juniors, tout ce qu'il y a entre les deux? Moi je dis souvent c'est comme un puzzle. C'est comme un puzzle qu'on essaye de mixer. Mais ce puzzle-là,
il ne colle pas tout à fait. Donc on a d'un côté justement quelque chose qui est peut-être encore comme le puzzle qu'on connaît d'avant, et en même temps de l'autre côté il y a un puzzle qui dit moi je veux être différent, authentique, voilà, j'affirme une forme complètement différente. Si on essaye de mixer, de rassembler ce puzzle, et si on force, c'est là qu'on crée de la souffrance. Ça veut dire si on impose, si on force, si on dit c'est comme ça que tu dois être, ça veut dire si, par exemple, les anciennes générations disent aux jeunes il faut que tu te plies à nos règles, point. À l'inverse, si les jeunes en arrivent et on dit demain vous allez tous communiquer par Facebook, ben, ça peut être très violent. Par contre, si à un moment donné on est prêt aussi à voir la différence de l'autre, à l'accueillir dans sa différence, et c'est là éventuellement qu'on arrive à changer les choses. Il y a deux questions clés qui sont là-dedans. Première question, qu'est-ce que je suis prêt à remettre en question? Et cette question, elle vaut pour tout le monde, pour toutes les générations, pour toutes les personnes. Est-ce qu'à un moment donné, en face de quelqu'un qui est différent de moi, je suis prêt à me remettre en question? Je suis vraiment prêt à voir que peut-être l'autre, il n'a pas tout à fait tort. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que je suis prêt à découvrir? Parce que mine de rien, chaque génération a quelque chose à apporter. Chacun peut apporter quelque chose, et souvent on se ferme à cette différence et on perd beaucoup de valeur. Derrière tout ça, il y a une question qui n'est pas si facile que ça à répondre, et c'est une question que je me suis posée longtemps. Être authentique, être soi, finalement c'est quoi? C'est quoi être soi? Alors personnellement, je me suis pas mal cherché là-dedans. J'ai tenté études d'ingénieur. Chasseur alpin, parlais pas. J'ai essayé le sport de haut niveau, Stade Toulousain. Ouais, mais non plus. Finalement, j'ai découvert un petit peu la psychologie, le coaching. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Du coaching, de la formation. Ouais. Mais finalement, j'ai remarqué une chose, c'est que dans cette question être soi, ce n'est pas une finalité. Chaque jour, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un peut me confronter à quelque chose, je découvre une part de moi-même. Je découvre un peu plus qui je suis, je découvre un petit peu plus qui est l'autre. Et à chaque fois que je suis en conflit avec quelqu'un, je me dis, qu'est-ce qui fait que ça m'énerve? Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'il y a quelque chose que j'accepte pas? Et peut-être aussi quelle partie de moi-même j'accepte pas? Donc être soi, c'est peut-être pas une finalité, mais c'est peut-être un chemin. Un chemin que chacun d'entre vous peut prendre pour se dire, ok, si chaque jour je fais un pas vers l'autre, vers moi-même, c'est peut-être là que je peux découvrir qui je suis. C'est peut-être là que je peux découvrir quelle est ma vraie place et quelle est la place que je veux prendre dans cette entreprise. Il y a une chose que j'adore faire. J'adore la montagne. Alors vous l'avez peut-être déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, il faut vraiment essayer. C'est que vous vous levez très tôt, vous montez au sommet, et avec un peu de chance, vous pouvez voir ça. Quand vous montez très tôt dans les montagnes, souvent, vous êtes en haut du sommet, et il y a une mer de nuages en dessous de vous. C'est magnifique. Et il y a un sentiment assez particulier qui s'installe. C'est comme si on était un petit peu déconnecté du monde. Tout est calme. Et un jour, quand j'étais en haut d'une montagne comme ça, je me suis dit, finalement, quand je travaille avec des générations, c'est un petit peu ça que je fais. Je suis assis en haut de ma petite montagne, et je vois quelqu'un qui est assis sur l'autre montagne là-bas, et j'essaie de communiquer avec lui. Et le truc, c'est qu'en dessous, il y a plein de nuages. Et ces nuages, j'ai pas trop envie d'y aller en fait. Parce que dans les nuages, il fait humide. Voilà, on ne voit pas grand-chose. On va à 2 mètres, on ne sait pas trop où on va. Bref, c'est pas très intéressant.
Mais je ne sais pas si vous avez essayé déjà de communiquer avec quelqu'un qui est sur un autre sommet. C'est pas évident, hein. Et surtout, plus vous criez fort, plus il y a votre propre écho qui revient. Alors, c'est un bordel. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, peut-être, si je veux vraiment communiquer avec lui, il va falloir que je descende de ma montagne. Il va falloir que j'y aille un petit peu dans ce nuage. Et il va falloir que j'aille un petit peu me confronter à mes peurs, à mes incompréhensions, à mes préjugés et à mes croyances. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile pour moi, c'est pas facile pour vous, c'est pas facile pour tous les humains de se confronter à ça. Parce qu'on se confronte à soi-même, à tout ce qu'on croit être, il faut remettre en question encore une fois. Et ça, c'est pas évident. Il y a une chose qui est, mine de rien, importante quand on est en haut d'un sommet, et surtout qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on y reste, ben non seulement on est seul, mais on a peu de chances de survivre. Donc à un moment donné, il va bien falloir y descendre. Il va falloir descendre parce que ces montagnes-là, ce n'est pas juste des petites montagnes qui sont là toutes seules. Ces montagnes-là, elles sont sur une terre qui les porte. Et souvent, nous nous accrochons justement à cette différence. Souvent, nous nous accrochons au fait que moi, je suis sur ma petite montagne, je l'adore, je ne veux pas bouger de ma petite montagne. J'en suis fier, c'est mon individualité, c'est ce que moi j'apporte. Et l'autre, s'il veut venir me voir, ben, il n'a qu'à descendre, il n'a qu'à remonter ma montagne et on parlera. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même une grande partie qu'on partage, une grande partie qui appartient à tous, qui est cette terre sur laquelle on est, qui représente les valeurs fortes que chacun peut porter. Ça peut être vraiment ce qui fait de chacun d'entre vous, non pas uniquement un manager ou un salarié, mais avant tout aussi l'humain que vous êtes, avec toutes vos forces, vos faiblesses, avec tout ce qu'on est. Et ça représente, mine de rien, la grande partie de chacun d'entre nous. J'aimerais vous donner un exemple. Je vais à tous vous demander de vous lever. Allez, tout le monde debout. Exercice très simple. Je vais vous demander une question et par rapport à votre réponse, soit vous restez debout, soit vous vous rasseyez. Facile, non? Hein? Clair pour tout le monde? Ouais. Alors, première question. Tous ceux qui communiquent régulièrement entre eux par Facebook restent debout. Tous les autres se rassoient. Allez. Sauvé. On reste debout, reste debout. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, encore une, quand même. Allez, on assume. Et oui, 20% et peut-être moins. Ouais. Autre question. On peut se relever, allez, pareil. Je sens que Marc il a envie de faire debout, assis. Hein? Que tous ceux qui portent un pull capuche restent debout. Tout le monde, sinon, s'assoit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah ouais, mince. Ah, je me sens seul un peu quand même. Hein? Donc là, on est même en dessous des 20%, je crois. Ok. Next question. Et on peut... Allez, on se remet debout. Je vois quelqu'un qui est chaud là. Hein, c'est parti. Que tous ceux pour qui la confiance est importante au travail restent debout. Ah ouais. Et je vais vous demander maintenant juste de regarder un petit peu autour de vous. Regardez à gauche, regardez à droite.
Et regardez aussi dans les yeux des personnes. Donc regardez pas juste leur première apparence. Regardez-le vraiment. Tournez-vous un petit peu, voilà. Regardez un petit peu. Chacun qui est debout là, chaque personne que vous avez là, c'est peut-être un collègue de travail, c'est peut-être votre supérieur hiérarchique, c'est peut-être un ami, c'est peut-être même un ennemi. Mais il y a une chose que vous partagez avec lui, c'est que la personne que vous venez de regarder a besoin que vous lui fassiez confiance pour qu'elle soit bien au travail. Et ça, on peut le garder en tête. Parce que ça, tout cela, on le partage. Dernière question. Tous ceux qui ont besoin de se sentir utiles au travail, ben vous pouvez vous rasseoir. Et ouais. Ça te rassure? Un peu quand même, hein? Vous avez le choix. La prochaine fois que vous travaillez avec votre équipe, que vous prenez un temps pour réfléchir à comment mieux travailler, peut-être que vous avez une difficulté dans l'équipe, peut-être pas. Mais vous avez le choix. Soit vous essayez de convaincre l'autre que votre montagne est la plus belle, la plus haute, et c'est comme ça qu'il faut faire. Soit à un moment donné, vous interrogez sur qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Comment on peut se faire confiance? Comment, toi, qu'est-ce que tu as besoin pour que tu te sentes en confiance avec moi? Dans mon comportement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que justement tu la sentes, cette confiance? Et ça, c'est pas si facile que ça. Et mine de rien, si à un moment donné vous faites le choix de travailler là-dessus, ben, il y a 80% sur lesquels vous pouvez bâtir vos montagnes. Et elles vont être solides, elles vont aller plus haut. Ça sera du bien-être et de la performance. Alors je vous avais promis de répondre à une question. Pourquoi je suis là aujourd'hui en fait? Il y a 2 semaines, j'ai animé une formation dans une entreprise avec des managers comme vous. Et j'ai posé une question. J'ai demandé sur les 12 personnes présentes, combien de personnes sont en contact direct avec des personnes en dépression ou en burn-out? Sur les 12 personnes, il y en a 11 qui ont levé la main. 11. Je sais une chose, c'est que ça, j'ai pas envie de le vivre. J'ai pas envie de croire que le travail soit un lieu où ça soit possible. Je ne veux pas croire que le travail, l'entreprise, puisse être un lieu où les personnes souffrent, où on utilise les personnes uniquement pour X raisons, aux dépens de ce qu'ils sont, et parfois même aux dépens de leur vie. Moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est ça. Moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est qu'on s'éclate un peu au boulot. C'est que chacun d'entre vous me donne envie de travailler avec vous, que vous montriez comment vous faire confiance, qu'est-ce qui vous donne envie, qui vous êtes. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous touche, quelle émotion vous pouvez ressentir quand vous voyez un avion décoller. C'est ça qui me donne envie, c'est cette joie de vivre là, de voir la beauté de chacun d'entre vous. Et pour moi, et peut-être certainement pour les générations à venir, moi je crois en ça. Et j'ai envie que c'est ça qu'on partage ensemble, et c'est ça qu'on vive ensemble.
Dernière question. Si vous partagez un de ces mots-là qu'il y a au tableau, je vous demanderai de vous lever. Et tous les autres, vous restez assis. Merci.